toute aide que j'avais besoin, c'était drôle. Puis honnêtement, je sais pas où ce que je serais aujourd'hui si je serais pas resté. Je le sais que probablement je serais probablement retourné en prison. Fort probable. Puis il y a ça aussi, tu sais, ils connaissent tellement qu'ils, puis ils sont tellement familiers avec ton dossier, puis qui t'es, puis que, tu sais, il y a un attachement qui fait que, tu sais, tu veux pas les décevoir non plus, tu sais, tu fais ton possible dans tout ce que tu fais, j'ai remarqué, puis je veux pas les décevoir, tu sais, je veux qu'ils soient fiers de moi. Salut, ici Maxime Martin, humoriste et aussi la voix que tu entends présentement. Et moi, je suis Mélina Plourde, réalisatrice et co-animatrice du balado. Et vous écoutez présentement les voix de la réhabilitation. Ouais, ce qu'on appelle la deuxième chance. Est-ce que j'y crois? Mais moi, je pense que je suis un bon exemple parce qu'il y a des chances. J'en ai pas eu 2, je pense que j'en ai eu 58. Est-ce que tout le monde est récupérable? Pas sûr. Est-ce qu'il y a des crimes impardonnables? Entièrement d'accord. Mais quand tu regardes sous une loupe, il y en a qui méritent cette deuxième chance-là. Et surtout, il y en a qui la maximisent. C'est pas un jeu de mots que je viens de faire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on te présente la suite du volet des maisons de transition. Puis là, on a eu la chance d'interviewer un résident dont on va conserver l'anonymat, bien sûr. Lui, présentement, il réside dans une des maisons qui est membre de l'association. Puis on a aussi la chance de parler avec une intervenante de la maison Saint-Laurent qui s'est jointe à nous pour nous parler de son rôle. Fait que bonne écoute. On va commencer l'épisode avec un résident d'une maison de transition qui a envie de parler de son expérience. Bon, évidemment, on va garder son anonymat, mais je veux prendre le temps de le remercier. Merci d'avoir partagé ça. Je trouve ça super généreux de sa part. Alors, voici son histoire. Moi, j'avais quand même une probation supervisée, tu sais. Je parle au téléphone, regarde, je peux pas aller te voir. Moi, je suis blessé, puis ça marche pas. Puis les règles qui marchent dans ma vie en ce moment, ils m'ont mis dans un refuge pour personne, sans abri, puis ça consomme de la drogue. Moi, ça fait des années que je touche plus à ça, je ne bois plus, je ne veux pas être alentour de là. Il a compris le message, puis il a dit, regarde, je peux te placer dans une maison de transition. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas ça. Quand tu es en probation supervisée, tu as la possibilité d'être mis en maison de transition. Tu n'es pas obligé d'être seul dans la rue. Il y en a de l'aide. Mm-hmm. Puis, par chance, je l'ai eu, l'approbation supervisée. Puis, ça m'a amené ici. Puis, ils ont été très accueillants. Les premières semaines, avec des blessures, ils m'ont laissé rester couché, ils ne me dérangeaient pas, nourrissaient bien. Je faisais des petites sorties dehors, juste prendre de l'air, ils me laissaient aller, il n'y avait pas de stress. Puis c'est ça. Fait que, puis peu à peu, j'ai commencé à embarquer là-dedans. Puis moi, quand j'ai été un gars, parmi les plus délinquants qu'il y a, c'est mon dossier, là, tu sais. Puis, je me disais au début, il n'y a pas grand-chose que je reste ici, là. Il m'a guéri, le type, il m'a poussé, tu sais. Mais non, c'est pour ça que t'es arrivé. J'ai vraiment embarqué, puis j'ai commencé à aimer le monde, aimer les ressources que j'avais, j'ai commencé à voir les possibilités qu'il m'offrait. Puis c'est comme, j'ai été dans la rue auparavant, plus jeune, puis j'avais pas ces possibilités-là. Puis là, je voyais les choses autrement. Je voyais des gens qui voulaient m'aider. Puis c'est nouveau pour moi. Ils sont là à journée longue. Puis s'il faut, juste pour s'asseoir à côté de toi et t'écouter, tu sais. C'est fou. Puis ça a commencé par... J'ai commencé à les parler, les jaser. Là, il y a eu comme une confiance qui s'est installée rapidement.
Puis pas juste moi par rapport à eux autres, mais je pense aux autres par rapport à moi aussi. Puis c'est ça, fait que là, j'ai embarqué dans le processus de, tiens, je suis allé de la prison, j'ai toutes les possibilités au bout des doigts de faire ce que je veux, m'en profiter. Toute aide que j'avais besoin, c'était vrai. Puis honnêtement, je sais pas ce que je ferais aujourd'hui si je ne serais pas resté. Je le sais que probablement je serais retourné en prison. Puis il y a ça aussi, tu sais, ils te connaissent tellement, ils sont tellement familiers avec ton dossier, tu sais, il y a un attachement qui fait que tu veux pas les décevoir non plus, tu sais, tu fais ton possible dans tout ce que tu fais, j'ai remarqué, puis je veux pas les décevoir, tu sais, je veux qu'ils soient fiers de moi. C'est ça, ils m'ont trouvé une stabilité là-dedans que j'ai jamais eue. Grâce à ça, au TV, quelques années de plus. Mm-hmm. Ben oui, puis tu sais, tantôt, tu as dit probablement que sans ton passage en maison de transition, tu serais peut-être retourné en dedans. Fait que, est-ce que tu considères que d'avoir un certain sentiment d'appartenance, d'avoir un sentiment qu'il y a des gens qui sont là pour t'aider réellement, que tu sais, c'est pas juste le système, mais vraiment des humains à humains, est-ce que tu as l'impression que ça t'aide dans ta réhabilitation, dans ton désir de réintégrer la société? Ben oui, absolument. Puis c'est que, tu sais, quand tu as fait de la prison, là, c'est que tout ce qui est système carcéral ou c'est lié à ça, ça devient ton ennemi. Tu sais? Fait que là, des maisons de transition, là, tu vois ça comme, tu sais, c'est avoir un pas à l'intérieur puis un pas à l'extérieur, tu sais. C'est comme être en prison, tu sais. Tu vois ça de même, là, tu sais, le détenu. Tu sais, mais c'est pas ça partout, là, c'est complètement un autre monde. Je peux pas parler pour toutes les maisons de transition. J'en ai fait 2, puis l'expérience est complètement différente que je pensais, là, tu sais. Quand une fois que tu adhères au règlement, hein, au personnel, tu sais, savoir que, tu sais, c'est pas toi le boss, là, mais c'est très vivable, c'est très aidant, puis faire autrement, honnêtement, moi je pense que, tout le monde, en sortant de prison, s'ils n'ont pas comme de la famille avec eux autres qui les appuient, puis ils devraient avoir l'option d'aller en maison de transition. C'est comme affaire avant de sortir. C'est comme vérifier. Mais c'est pas le cas. Puis les libérations conditionnelles, oui, là c'est le cas. Mais dans ce contexte-là, quelqu'un qui ne veut pas changer, absolument, il va voir, comme on le voit souvent, qu'il voit ça comme avoir un pas à l'intérieur et un pas à l'extérieur. C'est en place de voir qu'il y a des gens là pour t'aider. Comme moi, personnellement, il a fallu que je vienne ici de mon gré, en dépannage, pour pouvoir l'avoir. Pour te rendre compte qu'au final, c'était une ressource. Et non nécessairement de punir. Là. C'est ça. Puis quand tu te sens imposé à faire quelque chose, à aller quelque part, tu ne veux pas vraiment participer. T'sais. Et ça, je peux comprendre le monde à libération conditionnelle en t'imposer, on est chez eux, puis ils sont obligés de ton transition. Je comprends le contexte, mais pareil, il devrait avoir un système où le système devrait laisser comme un programme qui fait que tu peux t'inscrire en prison, commencer des démarches avec comme un agent de liaison de la thérapie de la transition, puis voir si t'aimes ça, puis il devrait en mettre plus en transition, vraiment, que juste libérer comme ça, c'est... Oui, je comprends. Ben, c'est ça, c'est certain. D'où l'importance d'avoir un réseau quand on sort. Tu te dis, si les gens n'ont pas nécessairement de famille ou d'amis pour les accueillir quand tu sors, ben, ça devrait être une maison de transition.
Parce que juste sortir comme ça, quand ça fait X nombre de temps que tu es en prison, ben, quand on pense aux gens qui ont des sentences fédérales, que c'est souvent plus longtemps, tu sors dans le monde puis tu sais plus trop ce qui se passe. Là. Ça peut être difficile de se retrouver comme juste un loyer ou quoi que ce soit. Puis on veut éviter que les gens se retrouvent à la rue. Oui. Ouais. Et dans la prochaine partie, il va nous partager ce qu'il pense qu'on devrait faire pour que la société aide les personnes judiciarisées à se réintégrer sans qu'ils se sentent tout le temps jugés. Pour nous aider, peut-être de ce qui s'en est dans l'employabilité, tu sais, nous aider dans ce domaine-là, je sûr que ce serait un gros plus, tu sais. Donc, il y a une meilleure conscientisation que les employeurs, là, tu sais, des fois, les employeurs, ils demandent, as-tu un casier qui a rapport avec l'emploi ou peu importe. Fait on s'attend à ce que les employeurs, il y ait quand même une ouverture parce que c'est pas parce que tu as un casier que tu n'es pas capable de travailler et de faire la job. Ben, c'est drôle parce que j'avais appliqué juste à côté ici, au Super C. Puis il m'a donné la job, là. Puis il dit, comme ça, tu vis juste à côté. Je suis là, ouais, je suis à la maison de transition. Puis ça a vite fait. C'est comme. Ça a vite coupé la conversation, puis je n'ai jamais entendu parler. Puis quand je l'ai revu par après, j'ai dit, bon, ben, tu m'as jamais appelé. Puis il dit, non, on n'a pas besoin de gens en ce moment. Puis c'était une excuse, mais non, je pense qu'il y a certaines personnes encore qui n'écrivent pas à la réhabilitation des voies des criminels. Beaucoup de gens vont se demander. Bon, c'est triste, mais comme tu dis, conscientisation. Conscientiser. Conscientiser. Les gens, ça serait mieux. Les gens, ce serait une grosse affaire à faire. Ouais. Puis c'est la raison que je suis ici avec toi aujourd'hui. Ben, je dis, regarde, le but, c'est juste informer les gens. Moi, je vois ça comme un devoir. Puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ben merci beaucoup. Puis tu sais, ça peut te rassurer. Je pense que les gens, n'importe qui est un peu ouvert pour un emploi ou quoi que ce soit, en t'écoutant, il va se rendre compte que tu as un désir réel de fonctionner. Là, comme, justement, en ce moment, tu te remets sur pied pour, après ça, pouvoir sortir puis intégrer l'emploi. Tu fais des démarches, tu fais tout pour que ça fonctionne. Fait que je veux dire, n'importe qui réfléchit va comprendre que ça fait partie de ton processus. Puis en ce moment, tu fais juste parler pour d'autres personnes qui sont dans ta situation. Puis je te remercie, là, ça demande beaucoup de courage. Je trouve que ça fait preuve justement de courage. Puis ça fait partie d'un processus de montrer que vous n'êtes pas toutes des mauvaises personnes. Puis je suis sûre que ça aurait pu fonctionner au Super C si le gars qui voulait t'engager, il n'avait pas eu des préjugés, tu sais. Ouais. L'idée, c'est de casser ces préjugés-là, c'est de faire connaître aux gens qu'il faut qu'on donne une chance, sinon, faut qu'on donne une deuxième chance, sinon, tu sais, on a tellement besoin, en plus, on a une pénurie de main-d'œuvre, on a besoin de monde partout. Pourquoi les gens sont pas prêts à donner une deuxième chance aux gens qui veulent vraiment travailler? C'est ça, je me dis, tu sais, puis il y a eu tellement d'emplois là, que bâton des roues, en partant, tu le sais, c'est une banque, un dossier criminel, il ne faut pas. Mais ils vont faire toutes les démarches de l'entrevue, le questionnaire, l'application, pour en arriver à sur un dossier à cause judiciaire. Oui. Puis là, il t'envoie une belle lettre de « on communiquera avec toi en temps et lieu ». Et ça va être arrivé tellement souvent. Oui. Il y a des lois de protection qui protègent au Québec dans le sens qu'on n'a pas le droit de se faire discriminer en emploi par le simple fait qu'on a un casier. Mais souvent, c'est contourné. Ils vont donner une autre raison. Ils vont pas dire que c'est parce que tu as un casier. Puis en fait, aussi, comme si ton casier n'a pas de lien avec l'emploi, tu peux pas te faire refuser pour ça, tu sais. Fait que, mais ça, soit les gens ne le savent pas assez, puis les employeurs, ben, ils en profitent que les gens ne le savent pas. Ouais. Pour discriminer, malheureusement.
Donc, après avoir parlé avec un résident, on s'est dit, hey, pourquoi pas, on va interviewer une intervenante dans le milieu parce que c'est en effet les intervenants communautaires, connus aussi sous le nom de conseillers cliniques ou agents de surveillance communautaire qui travaillent directement avec les résidents de la maison en communauté. Fait qu'Isabelle Duquette nous partage son expérience dans le milieu et nous explique à quoi ressemblent ces journées types de travail. Je m'appelle Isabelle Duquette, je suis intervenante communautaire titulaire à la Maison de transition Saint-Laurent. Donc, j'ai un mandat d'encadrement, de surveillance, de support et d'accompagnement des résidents de la maison. Est-ce que tu pourrais me parler plus en détail de c'est quoi ton rôle en tant qu'intervenante? En fait, ici, comme intervenante, je suis en charge. Chaque intervenant a un caseload qu'on appelle, donc plusieurs dossiers, des gars de qui on est en charge. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on doit voir ces gens-là sur une période, c'est-à-dire soit sur une base hebdomadaire, bi-hebdomadaire, et on travaille avec eux leur plan d'intervention correctionnelle qui a été établi par un agent de probation. Et donc, on doit en priorité s'assurer que les conditions de libération conditionnelle sont respectées et qu'on travaille les éléments qui sont ressortis dans le plan d'intervention correctionnelle. Puis, en second, je dirais, c'est que nous, on va établir aussi des choses que nous, on voit chez cette personne-là, puis qu'on constate ensemble avec le résident qu'il y a des besoins. Donc, par exemple, si dans son plan d'intervention correctionnelle, lui, ce qu'il a à travailler, c'est l'emploi et la toxicomanie, mais que je me rends compte, à force de le rencontrer, que sa gestion émotionnelle, c'est difficile, il reconnaît pas bien ses émotions, bien, ensemble, on va trouver des façons de travailler ça. Donc, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire que j'ai le mandat encadrant et j'ai un mandat d'aide aussi. OK. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par mandat encadrant? C'est que faut quand même que tu assures une certaine surveillance s'il y a bris de conditions ou quoi que ce soit. Tu as un mandat Exactement. légal. Je m'assure que les restes... En fait, j'ai un mandat de moyens. Évidemment, j'ai pas le mandat de résultat. Hein? C'est pas le résultat m'appartient pas, mais j'ai un mandat de prendre les moyens. Donc, s'il y a une condition de ne pas fréquenter des gens qui ont des casiers criminels, bon, ben à chaque fois qu'il va nous parler d'un de ses amis, on va vérifier cet ami-là s'il y a un casier criminel. S'il y a une condition d'avoir un emploi ou d'être à l'étude, je vais m'assurer d'avoir des preuves comme quoi il travaille vraiment et qu'il étudie. Ces preuves-là, on peut faire preuve d'imagination pour les avoir parce que des fois, les gens, pour X raisons, l'employeur n'est pas au courant qu'il y a un dossier criminel, fait que je ne vais pas appeler l'employeur, dire si tu voudrais qu'il travaille chez vous, ça n'a pas de bon sens. Mais on va trouver des façons par le talon de paye, par son horaire sur ordinateur au restaurant, des choses comme ça. Donc, je m'assure qu'il respecte ces conditions, ça, c'est l'aspect encadrement. Puis aussi les règlements de la maison de transition, là, quand ils ne sont pas respectés, on va faire des interventions, évidemment. OK. Donc, de ce que je comprends bien, une personne qui est en maison de transition, bien évidemment, le but d'une maison de transition, c'est de faire la transition entre l'incarcération puis la vie réelle, si je peux dire ça comme ça. Donc, même s'ils résident en maison de transition, ils peuvent quand même commencer à avoir un emploi, à s'autonomiser, etc. C'est bien ça? Oui, non seulement ils peuvent, mais c'est encouragé, en fait. Les gens ne viennent pas en maison de transition juste pour être nourris, logés, mais pouvoir vaquer à des occupations entre les deux. C'est vraiment qu'on encourage une réinsertion sociale, une vie citoyenne. Donc, la personne va devoir justement travailler. Puis si elle a des contraintes à l'emploi, encore là, on va faire preuve d'imagination. On peut demander de faire du bénévolat. Il va y avoir des choses comme ça. La personne peut se réorienter aux études. L'idée, en fait, c'est d'être, oui, on est sorti de détention, mais maintenant, on reprend sa vie en main, puis on réintègre lentement ce que tout citoyen fait de façon naturelle. Est-ce que tu aimerais me parler d'une journée typique pour toi? C'est quoi tu fais? C'est quoi tes tâches types dans une journée en maison de transition? Oui. En fait, quand j'arrive le matin, la première chose que je fais, c'est de lire le cahier de bord. Le cahier de bord, en fait, c'est un cahier électronique là, sur l'ordinateur qui est dans le bureau principal où tout transite 24 heures sur 24. Donc, les gars qui entrent et qui sortent pendant les heures de couvre-feu vont passer par là. S'il se passe des choses dans la maison, ça va être consigné au cahier de bord. S'il y a une dispute entre deux résidents, si un résident va demander quelque chose à un intervenant, c'est consigné au cahier de bord. Donc, moi, c'est la première chose que je fais quand j'arrive le matin. Je lis le cahier de bord pour m'assurer, pour voir s'il y a des situations prioritaires. Si on me dit, par exemple, en faisant une tournée, j'ai constaté que telle personne était déprimée, moi, je vais prendre des notes
du cahier de bord. Puis là, je vais prendre en charge les situations prioritaires. Si c'est rien passé, en fait, là, j'ai des rencontres durant la journée. Donc, je rencontre les résidents. Je les rencontre pas tous la même journée, évidemment. Je vais rencontrer un résident, on va jaser ensemble de sa situation et tout ça. Par la suite, je vais avoir de la rédaction. Donc, chaque chose doit être rédigée. Chaque discussion qu'on a avec un résident ou avec notre coordonnatrice clinique à propos d'un résident, il doit y avoir une rédaction, il doit y avoir des notes de ça partout. Donc, j'ai beaucoup de rédaction dans une journée. Je dirais que c'est la plus grosse partie de ma journée. Si il y a eu des situations prioritaires, durant une journée, je peux avoir à effectuer malheureusement une rencontre disciplinaire avec une personne. Donc, il se passe des choses, il faut qu'on remette les choses au point. Ça peut aller jusqu'à s'il y a un résident qui s'en va, soit parce qu'on l'a suspendu parce qu'il ne respectait pas des choses, mettons, on va devoir vider sa chambre. Ça fait partie de mes tâches. Chaque gars dont je suis l'intervenante, je suis en charge de tout de A à Z. Donc, s'il faut vider la chambre, c'est moi qui le fais, c'est pas les autres intervenants. J'ai aussi des contacts ressources qu'on appelle. Donc, j'appelle les ressources, les gens qui sont près de ces gars-là. Donc, si un gars, sa conjointe, disons, c'est la personne qui est la plus près de lui, de façon régulière, je vais avoir des contacts avec ces ressources-là. On va discuter juste pour voir si l'évolution, elle est différente. Si moi, je constate des choses puis que sa conjointe constate autre chose, on a un contact. Fait que c'est le genre de choses aussi que je vais faire au quotidien. J'ai des rapports à rédiger, donc c'est pas mal ça. Pourrais-tu me parler d'une histoire à succès que tu as vécue dans le cadre de ton travail, dans le cadre d'une intervention, que ce soit un cas qui était vraiment problématique au début, puis qu'ensemble, vous avez réussi à trouver des solutions, ou, en fait, peu importe, là, une histoire qui pour toi résonne un succès? Oui, je me souviens d'un gars qui était venu, lui, je le suivais en externe, c'est-à-dire qu'il ne résidait pas ici, mais il était suivi quand même. À sa première rencontre, il était arrivé hungover, puis il sentait énormément l'alcool. Il était magané, son hygiène était négligée, il se sentait mauvais, il était déprimé vraiment beaucoup. Et il était très en colère de sa judiciarisation. Cette personne-là a été judiciarisée dans un contexte où il était en stress post-traumatique. Il a commis des délits. Et peu à peu, ça a vraiment été tranquillement. Je voyais que cette personne-là avait vraiment un gros besoin de valider ses émotions. Il était fâché contre le système. Donc, j'ai commencé comme ça, en fait. Je suis pas allée tout de suite travailler ces problématiques. Puis le fait qu'il soit arrivé hungover, qu'il sentait l'alcool et tout, alors qu'il avait une condition de ne pas consommer d'alcool, on n'a quand même pas produit de bris de conditions à ce moment-là parce qu'on sentait que cette personne-là avait réellement besoin d'être supportée et écoutée. Donc, on est allé par étapes comme ça. On a validé ses émotions. Il y avait beaucoup de choses à faire parce qu'il était dépressif, donc il faisait plus le ménage, il se lavait plus, ça allait pas bien. On est allé peu à peu avec des petits objectifs. OK, cette semaine, tu vas prendre des douches tous les jours. L'autre semaine, tu vas faire un peu de ménage chez lui, tout ça. On a travaillé beaucoup son autonomie puis son efficacité personnelle. Puis tranquillement, juste le fait de se sentir, comment je dirais, plus en contrôle de lui-même, ça a fait en sorte qu'il a évolué ailleurs aussi. Il a pas, à la fin de son suivi, là, il était rendu qu'il ne rechutait plus dans l'alcool, il allait bien, il avait commencé à faire du bénévolat, il souriait, il était de bonne humeur, il gérait son angoisse. Suite à son trouble de stress post-traumatique, au début, il sortait pas de chez lui. À la fin du suivi, il était capable de sortir de chez lui, il prenait des marches. Donc, on a vraiment vu tranquillement une belle évolution juste en lui offrant de l'écoute. C'était vraiment ce qu'il avait besoin. Donc, c'est important de sortir de la boîte, même si, oui, il y a une condition, oui, il y a des choses qu'il doit suivre, mais il faut regarder autour qu'est-ce qui fait que cette personne-là ne respecte pas sa condition.
Et on l'a trouvé, puis ça s'est quand même vraiment bien passé avec cette personne-là. Puis quand il est parti, il était super ému, il m'a remercié en pleurant, en me disant que je l'avais beaucoup aidé, qu'il s'attendait à ce que moi je sois là pour lui taper sur la tête, alors que c'est pas ça notre travail. Et on est vraiment content d'avoir pu parler avec quelqu'un qui réside dans une maison de transition puis qui nous partage son expérience. Puis c'était aussi super intéressant de pouvoir entendre Isabelle Duquette, intervenante communautaire à la Maison Saint-Laurent, nous parler de son métier. On vous remercie chaleureusement pour votre participation. C'est très apprécié. C'est ce qui met fin à la première saison du balado Les Voix de la réhabilitation. Et c'est tellement intéressant de voir à quel point chaque histoire va nécessiter des interventions adaptées. Clairement, c'est un domaine dans lequel il faut avoir une flexibilité et une capacité d'adaptation poussée pour pouvoir répondre aux besoins réels de chaque individu. Ce que je retiens de cette première saison, c'est qu'il y a des délits relativement mineurs, tout autant inacceptables dans la société, mais dont la punition n'est pas toujours la meilleure manière d'adresser un problème qui a souvent des racines pas mal plus profondes. Tu sais, des fois, il faut aller à la source si on veut qu'une personne change un comportement néfaste pour de bon. C'est pour ça qu'il est important d'avoir des ressources communautaires comme les maisons de transition qui offrent un accompagnement en communauté. Sans oublier l'organisme Alter Justice avec qui on a la chance d'échanger au début de la saison. Tu sais, leur travail de défense des droits et d'accompagnement dans les demandes de suspension du casier est primordial si on veut réellement donner une deuxième chance à ces personnes de se réintégrer dans notre société. Et je le répète, c'est deuxième chance que certains méritent vraiment. Bref, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin dans cette première saison. Merci à l'ASRSQ pour cette idée de contenu afin de faire connaître le milieu de la réhabilitation sociale au plus de personnes possible. On espère que cette première édition t'a plu et qu'elle nous permettra de revenir avec une deuxième saison dans un futur proche. De la part de l'équipe, je vous dis merci. Hey, si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui, oublie pas de le partager sur tes réseaux sociaux. Tu peux aussi aller suivre la page de l'association sur Facebook et sur LinkedIn. Aussi, afin de nous aider à faire connaître l'ASRSQ, le balado pour sa mission est merci de nous laisser un avis de 5 étoiles et ou un commentaire positif sur la plateforme sur laquelle tu écoutes les épisodes. Ça nous permet de gagner en visibilité parce que le balado-diffusion, c'est aussi une initiative communautaire qu'on a besoin de toi pour nous faire connaître. Et finalement, oublie pas de t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Le balado-diffusion Les Voix de la réhabilitation est produit par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Réalisé et animé par Mélina Plourde. Montage des épisodes ainsi que la musique par Joseph Perrault. Et finalement, la narration est faite par moi-même, Maxime Martin, humoriste.